Mathématiquement, non, mais je pense que oui. En soi, mathématiquement, on s'en fout. Voilà. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Et aujourd'hui, on va commencer par saluer notre ami, le grand retour du général Thomas, l'antagoniste préféré des supporters du Standard. Il est là. Comment ça va, mon Thomas? I'm back. Le grand retour. Ça va, je suis content d'être de retour. Parce que bon, on a connu une semaine assez mouvementée. Le Classico, il y a eu Bruges la semaine dernière où j'ai pas pu m'exprimer. Et je vais un peu m'exprimer par rapport à ça, mais par la suite, aujourd'hui, très brièvement. Et voilà. J'attends énormément de choses de toi. Voilà, on peut le dire. J'attends énormément de choses de toi. Et surtout, j'ai l'impression qu'on va avoir le Q&A show dans cette émission. Non, pas aujourd'hui. Où on va, en tout cas, avoir un match de la semaine qui sera évidemment le Classico Standard Anderlecht. Passionnant. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera une franche partie de l'émission Standard Anderlecht. Et puis surtout, pouvoir, se projeter également sur les prochaines échéances. D'une part du Sporting d'Anderlecht et de l'autre également du Standard de Liège. Mais avant ça, bonjour mon cher Xavier. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va. Tout va bien, bien réveillé, en forme. Est-ce que le bébé ne t'a pas trop ennuyé la nuit? Nuit un peu plus compliquée que d'habitude, mais bon, après on est quand même là, en forme, donc c'est parfait. Magnifique. Et puis il revient tout juste du soleil du Wanda Metropolitano, Madrid, la capitale espagnole, Diego Simeone, El Cholo, El Cholismo. Il était au stade. Bonjour mon Quentin, comment ça va? Salut Sacha, ça va très bien. Week-end foot, hein. Samedi soir, Atlético Madrid, Atlético Bilbao. Et dimanche, le Classico. Donc, un bon week-end foot. Par contre, il faisait pas beau à Madrid, il faisait meilleur en Belgique. Prochaine fois, je t'inviterai en invité parce que tu es en train de devenir une véritable star de X et notamment via tes autres activités. Félicitations pour tout ce qui t'arrive. Hein. D'ores et déjà, c'est absolument génial. Merci, tu connais, hein, on charbonne tous les jours. Donc, c'est notamment grâce aux conseils que je donne dans le temps additionnel qui m'a permis de vivre cette expérience avec d'autres boulots. Donc, Et il en sera également question, un petit teasing en fin d'émission avec les joueurs qui performeront exactement, un contenu à retrouver dans les prochaines heures également sur notre chaîne YouTube. On va démarrer par l'actualité, parce que l'actualité elle est extrêmement chaude et on remercie Thomas évidemment pour le petit clin d'œil dans notre message privé. On va parler des licenciements qui sont arrivés. 9e coach déjà licencié dans notre Jupiler Pro League. Il y a eu, il y a de cela quelques heures, Jonas de Rook. On apprend au moment où on tourne cette émission que le licenciement de Besnikazi a effectivement été acté également du côté du KV Mechelen. Quelles impressions on fait? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est anticipé? Est-ce que c'est prématuré, Thomas? Prématuré pour De Rook et pour Razi aussi au final, parce que je trouve que même si les résultats n'étaient pas très convaincants du côté de Malines, Antwerp, je trouve que c'était quand même assez correct, même le jeu, j'ai bien aimé les dernières semaines. Mais le seul souci du côté de l'Antwerp, c'est justement que ils ont un peu le même problème qu'Anderlecht, c'est qu'ils sont dépendants de Janssen. Franchement, sans Janssen, l'Antwerp, c'est nul à chier, on va pas se mentir, désolé pour le terme. Mais sans Janssen, c'est pas possible du côté de l'Antwerp, le jeu est trop fade. Et c'était le cas face au Cercle de Bruges. Le Cercle de Bruges aurait dû gagner face à l'Antwerp, même s'ils n'étaient pas très forts non plus. Mais non, De Rook, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que c'est un bon entraîneur. Et c'était pas le bon timing pour moi. On peut s'interroger également sur le timing, c'est ce que tu dis, concernant le Royal Antwerp Football Club. Qualification en Champions Playoff, dans la foulée, le coach viré, c'est bizarre. Apparemment, c'est parce qu'il aurait été en discussion avec la Gantoise, justement, qui cherche potentiellement un entraîneur. Donc l'Antwerp n'a vraiment pas aimé, et donc c'est pour ça qu'ils ont pas hésité. Ils trouvent que c'est pas respectueux de sa part, ce que je peux comprendre. Après, l'Antwerp est dans une passe un peu moins bonne, je trouve, même dans la qualité de jeu proposé. Je suis d'accord avec Thomas sur qu'il y a vraiment une Janssen dépendance. Et s'il faut un électrochoc, je pense qu'ils ont réagi maintenant, sachant qu'ils se disent à notre coach discute avec un concurrent qui est juste en dessous de nous. C'est pas top parce qu'il peut aussi jouer l'un contre l'autre. Il joue ce week-end aussi déjà l'un contre l'autre. Donc je pense que la décision arrive au très bon moment, justement, avant de jouer contre la Gantoise. Et pour Besnikazi, moi je trouve ça normal de réagir maintenant. Ils sont à 2 points de la zone rouge. On peut le voir que Besnikazi, je trouve, a perdu les pédales récemment, notamment à se prendre la tête en plein match avec les supporters et tout. Des choix de coach aussi, des choix de changement assez intrigants. Sortir Schoofs quand tu joues contre Saint-Tron et quelques minutes après tu encaisses le goal qui t'empêche de gagner ce match. On sait que Schoofs c'est vraiment ton pilier dans ce milieu de terrain. Donc moi je trouve les choix logiques et il était temps d'agir aussi bien pour l'un que pour l'autre. Alors, il y a une petite information que je peux vous donner. L'été dernier, il y a un homme qui était sur les tablettes avant l'arrivée de Jonas de
de Rook, pardon, du côté du Great Old, c'est évidemment Besnikazi. Ouais. Besnikazi qui est maintenant libre de tout contrat. Est-ce que on va faire un espèce d'échange et donc permettre de voir Besnikazi reprendre le poste de Jonas de Rook? Ce serait incroyable, mais c'était bel et bien une piste dans le chef de Mark Overmars. Et on sait que l'agent en fait de Besnikazi est très proche de Mark Overmars. Ça, c'est une info que je vous donne. Je citerai pas son nom parce que sinon il pourrait m'en vouloir. Mais ils ont déjà fait beaucoup de deals ensemble. Voilà. Ouais, mais imaginons De Rook va à la Gantoise, Azi à l'Antwerp et Vranken retourne à Malines. Ce serait un cirque complètement dingue, mais c'est tout à fait possible. Bah, en Belgique, de toute façon, on n'est pas du genre à tenter des choses plus que au-delà de la limite, hein, mon cher Xavier. Ouais, c'est ça un peu le problème. Quelle est ta vision sur cette situation? Bah, moi, je pense par rapport à ce que Quentin disait, c'est vrai que ça peut être un manque de respect quand même du coach de l'Antwerp de discuter avec un concurrent direct. Donc clairement, peut-être que l'Antwerp a fait le bon choix. Et puis même si l'Antwerp est hyper dépendant d'Janssen, beaucoup trop même, comme l'a dit Thomas, l'Antwerp depuis longtemps, ça va plus trop. Quand tu regardes un petit peu, ils n'ont pas enchaîné 2 victoires consécutives depuis début octobre. Et on est début mars. Donc si tu veux vraiment... Je pense que l'Antwerp veut vraiment une place européenne l'année prochaine. Ils veulent pas juste participer au Champions Playoff. Et si tu n'arrives pas à enchaîner des victoires, c'est compliqué. Donc peut-être qu'ils ont peut-être même un peu trop attendu. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça, les discussions. Et du côté d'Asie, moi je trouve ça cohérent dans le sens où je crois qu'ils sont même... Quentin a dit 2 points, mais je crois que c'est même 1 point par rapport à Westerlo, que c'est 32-31 si je dis pas de bêtises. Mais à côté de ça aussi, ça fait quelques semaines que Asie il est hyper nerveux sur le bord du terrain. Il y a plein de soucis, peut-être même plus en interne qu'on connaît pas. Donc c'est cohérent. S'ils veulent se sauver, il est temps de le faire partir. Hein. Xavier, 9 coachs de Jupiler Pro League virés depuis le début de la saison. Qu'est-ce que ça dit de notre championnat? Qu'est-ce que ça dit aussi de la qualité des dirigeants de notre championnat? Qu'est-ce qu'on peut en retirer comme briefing? Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Bah moi, je pense que ça n'a pas forcément... Même si ça a l'air énorme, 9, je trouve que c'est pas... Je pense que si on compare aux autres championnats, c'est pas forcément beaucoup plus. Après, dans les 9, par exemple, il y a Courtrai, ont changé quoi? Deux fois. Ouais, mais ça fait le travail d'entraîneur. Donc, toi, ça fait déjà une grosse partie, ça fait déjà 30% des 9. Ouais. Et les autres côtés, au final, c'est tous ceux qui ont changé d'entraîneur, presque, à part Anderlecht qui est dans le top 4 avec Rimmer, et maintenant Jonas de Rook, mais reste, c'est tous des clubs qui se battent pour leur maintien. Donc, quand tu te bats pour ton maintien et que t'es pas sûr de te maintenir, dans tous les clubs, chaque fois, dans tous les championnats, tu changes d'entraîneur parce que tu dis, on prend pas assez de points et tout ça. Donc, moi, honnêtement, je pense, ça me choque pas forcément qu'il y ait 9 entraîneurs qui ont été virés en Belgique. Dans la lignée de c'est logique, toi. Il y a des contre-exemples à ça. Je peux te parler notamment de Le Havre en Ligue 1 qui a continué à faire confiance à son entraîneur malgré les grosses difficultés. C'est une question financière aussi. Une question d'argent, bien sûr. Il y a le Berscott aussi, si tu veux parler en Belgique, toi. Ouais, mais je comprends. Je comprends. Après, je trouve quand même que ça dit aussi beaucoup du peu de garantie qu'on a quand on prend un entraîneur. C'est-à-dire que moi, c'est pas le process que je vais juger, c'est la préparation avant la saison. C'est comme ça qu'à un moment donné, tu peux te dire que il y a certains clubs qui travaillent moins bien. Voilà. C'est aujourd'hui, et les clubs qui travaillent moins bien, c'est sans doute aussi les 9 clubs issus des 9 des 9 coachs virés. Moi, je pense que ça part de là. En tout cas, il y a une vraie analyse à aller chercher, un vrai travail en profondeur. Ici, évidemment, on est à l'émulsion des choses, mais il y a la possibilité, en tout cas, si on recherche, en tout cas, un travail à faire, et on en reparlera évidemment dans l'émission. Quand tu as un petit mot à dire sur cette qualité du championnat et sur tous ces coachs virés, ou on passe au d'accord, pas d'accord? Oui, on peut passer au d'accord, pas d'accord. Allez, magnifique. On va passer au d'accord, pas d'accord, vos pancartes, messieurs. Et justement, on parle de la qualité de notre championnat ou du format de notre championnat qui, à partir de la saison 2026-2027, va changer. La phrase est la suivante. Passer à 18 équipes et dire adieu aux playoffs est tout simplement une régression pour notre championnat de Belgique, la Jupiler Pro League. D'accord, pas d'accord? Xavier. Moi, je suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Thomas est d'accord. C'est très très dur, c'est très très dur à se prononcer. Il y a du bon et du moins bon dans ta phrase, je trouve, donc je dirais peut-être un peu plus pas d'accord, mais... D'accord, pas... Donc tu n'es pas d'accord. Moi, je voulais mettre les deux, mais en tout cas, on a du pas d'accord, et alors, donc bien sûr du côté de Quentin, et alors Thomas est d'accord. Qu'est-ce qui fait que tu es d'accord? Moi, au tout début, je pense les premières années, j'avais du mal avec les playoffs, mais on va dire les 3 dernières saisons, je suis devenu adepte. Enfin, j'ai adopté ce système-là parce que je trouve que ça ajoute quelque chose de magnifique à notre championnat. Je pense notamment à la saison dernière que Bruges puisse devenir champion alors que personne n'y pensait. Moi, j'adore ce type de scénario. Ça fait quelque chose. Et finalement, quand on analyse les prestations des clubs en Europe les 10 dernières saisons,
on peut pas dire que c'était mauvais en Belgique. Il y a eu vraiment des belles prestations et c'est en partie, je pense, dû au fait qu'on ait ce système de play-off parce que t'as fait progresser les équipes, t'as créé la concurrence entre les gros clubs et ça fait augmenter juste la qualité de jeu des noyaux de nos équipes. Enfin, ça c'est mon avis. Après, je sens que vous êtes pas forcément d'accord avec moi. Il y a des mecs qui sont comme ça, prêts à sortir de leurs griffes. Mais après, il y a aussi le fait qu'on passe à 18 clubs et c'est ça qui me dérange aussi parce que ça c'est le côté négatif je trouve parce que il y a déjà tellement de clubs qui sont en difficulté financière, tu vas vraiment imposer des règles à des clubs qui n'ont pas les moyens ni les ressources pour le faire et ça va être un peu dommage parce que déjà que notre championnat belge c'est un cimetière de clubs qui sont en faillite, ça va encore empirer les choses. Très belle transition là-dessus. Dernier championnat 18, il y avait qui? Moucron. Il y avait Moucron qui était dedans. Donc, 18 clubs, je suis 100% d'accord avec Thomas. Pour moi, il n'y a pas 18 équipes qui ont le niveau de la division 1. Par contre, pour moi, les playoffs n'ont pas permis aux clubs belges d'être meilleurs en Europe. Parce qu'il faut pas l'oublier, si notre coefficient augmenté, c'est pas lié aux playoffs, c'est surtout lié à la Conference League. La Conference League qui a permis d'augmenter le coefficient de la Belgique, sachant que cette semaine, si le Cercle de Bruges gagne en Pologne, ils vont rapporter autant de points que si le club de Bruges gagne en Ligue des Champions contre Aston Villa au niveau du coefficient. Ce qui n'a clairement aucun sens, on est d'accord. Donc c'est clairement la Conference League où notamment nos équipes ont pu se montrer. Et là, clairement, ouais. Mais la Gantos, ils sont déjà éliminés et ils ont pas gagné. Non, mais même, je parle sur les autres saisons. Les autres saisons, ça fait 2 ans à la Conference League. Ouais, donc la Conference League a permis au coefficient belge d'augmenter. Et justement, pour moi, je trouve que les playoffs vont par exemple ici, notamment dans le cas de Bruges, au niveau de la fatigue, et c'est pour ça que Bruges notamment revendiquait une phase classique, c'est que le niveau de la fatigue des joueurs, ça va devenir compliqué pour les compétitions européennes, alors qu'ils vont jouer contre des équipes qui justement sont en phase classique, et donc ça c'est complètement différent, parce que Bruges, les playoffs, ils vont devoir avoir besoin de points, alors qu'en phase classique, ils auraient pu avoir une vision totalement différente, mais je rejoins Thomas sur le fait des 18 équipes, c'est beaucoup trop, même quand on regarde en Écosse, il y a beaucoup moins d'équipes, donc je dis même pas 16, peut-être même un 14 aurait été bien. Qui t'a joué 2 allers-retours, toi? Tu sais, s'ils ont pris cette décision je vais le dire très calmement, d'être à 18, c'est tout simplement une question politique. Aujourd'hui, il y a des intérêts de préserver certains clubs, de les protéger et de faire en sorte qu'il y ait une amitié, un entre-soi qui continue à exister. Et la Belgique, malheureusement, se morfond dans un marasme, continue à descendre, être en décrudescence totale à cause du fait que on continue les magouilles entre copains, entre CIO. C'est de la politique. On ne pense pas au bonheur des supporters. Nous, on est des fans de football. On regarde les matchs toutes les semaines et on ressent quelque part une forme d'injustice et d'incompréhension par rapport à ce que tout simplement les dirigeants décident. Ils ne sont pas au contact de ceux réellement qui font du football belge ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ça le cancer. C'est ces gens qui prennent les décisions. Le fait qu'on soit à 18 ou qu'on soit à 16, etc., à la limite, peut être argumenté. Le problème, c'est les gens qui prennent ces décisions-là, qui n'ont aucun esprit liés aux sportifs quand ils font cette décision. Il n'y a pas une idée de faire progresser le championnat ou de penser à faire progresser le jeu ou le football. Il y a simplement l'idée que tout le monde soit d'accord pour que le gâteau continue à être mangé avec le diffuseur officiel qu'est DAZN. C'est uniquement ça. Aujourd'hui, c'est uniquement des questions d'intérêt. Ouais, clairement, je pense qu'on pense plus au droit TV qu'autre chose. Mais moi, par contre, je suis, pour vous dire un peu ce que Thomas et Quentin disaient, c'est que moi, je suis content de plus avoir de playoffs. C'est vrai que niveau scénario pour spectateurs neutres, c'est top. Mais je trouve ça pas normal qu'un club comme le club de Bruges la saison dernière ou même les autres années, vu que tu as un gros club, tu peux te permettre de jouer 10 matchs sur la saison et être champion. Pour moi, un championnat, ça se joue sur toute la saison. Et en fait, Bruges ou d'autres équipes, en fait, tu fais en sorte de prendre des petits points plic-ploc début de saison juste pour être qualifié. Et tu joues 10 bons matchs fin de saison et t'es champion. Et je trouve que ça, c'est pas cohérent pour un vrai championnat. Du coup, par contre, niveau européen, ça aide. Parce que début de championnat, tu peux faire bypasser des matchs, perdre des matchs bêtement pour passer au deuxième tour des phases de groupe. Mais je trouve que pour un championnat, des playoffs, ça n'a pas forcément lieu d'être. Donc voilà. C'est cohérent ce qu'il dit et je suis plutôt d'accord. En fait, j'aime les deux systèmes, mais j'arrive pas à me décider. J'aime aussi bien les playoffs que le championnat classique. Ça a tous les deux ses points positifs, je trouve. Donc que ce soit avec ou sans, pour moi, je pense que ça m'est égal en fait. En fait, je pense que le système actuel était vraiment pas mauvais. Je dirais même que on était proche du meilleur de ce qu'on pouvait attendre. Moi, j'aimais bien. Moi, je trouve que c'était bien. Pas la division des points. Alors. Non, voilà, ça non. Mais j'allais y venir, effectivement. Alors t'as plus d'enjeux, toi, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Non, mais le problème principal,
principal, il résidait là-dedans, la division des points en deux. Si tu n'es pas capable, sur base de 30 matchs, d'avoir, eh bien, un peu moins de 11 points différents sur ton adversaire direct, ce qui était le cas à l'époque du club de Bruges avec l'Union Saint-Gilloise, mais je suis désolé, tu es deuxième et tu dois l'assumer en tant que tel. Tu auras toujours tes possibilités, tu devras compter sur la chance, tu n'auras pas, évidemment, ton sort entre tes mains, mais c'est le football. Et la logique de la méritocratie est respectée dans ce cadre-là. Mais moi, je me demande, je pose une question, et je pense franchement c'est le cas de la mentalité des clubs comme le club de Bruges ou autres, c'est que s'ils sont conscients qu'il n'y a pas de division des points, fin de saison, ils n'ont pas 11 ou 18 points de retard. Ils calquent toute leur saison dessus. Ils savent que, par exemple, que mardi, on va jouer contre Aston Villa, bah, ce week-end, on peut perdre contre Westerlo, c'est pas grave. Après, tu divises les points. Et s'ils sont, dès le début de la saison, au courant qu'à la fin de saison, on ne divise pas les points, ils perdront pas les points, entre guillemets, contre des équipes un peu plus faibles début de saison, qui pourront les... Et je pense que tout ça, c'est une préparation dans toute ta saison. Et c'est pratiquement, voilà. Parce que c'est pas 3 points que tu perds, c'est 1,5. Voilà. Mais la gestion de dire, maintenant, on prévoit d'être moins fort et d'être moins en forme, moi, je trouve que franchement, c'est ça qui falsifie le niveau d'un championnat. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne progresse pas. C'est qu'on peut justement anticiper les moments de relâche. Mais je suis désolé. C'est pas un entraînement, c'est des matchs de football officiels, il y a des spectateurs, il y a des vrais enjeux, il y a du catering, il y a du merchandising, il y a une vie autour de ça, il y a des supporters qui attendent des résultats. Tu peux pas à un moment donné te dire, bon bah ça va, on va faire relâche à Dender parce que derrière on joue le Real Madrid. Non en fait, non. L'un et l'autre doivent être égalés et exactement au même endroit. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que quand tu parles par rapport à des clubs, il y a un match qui te rapporte, je connais pas les chiffres, mais genre 10 millions, et l'autre il te rapporte 300 000 euros. Mais la logique sportive, elle compte trop. Ce que je veux dire par là, c'est que la logique économique influence trop les logiques sportives. De toute façon, il y a trop d'argent dans le foot, de manière générale. Et ça, oui, mais c'est peut-être con, hein, c'est démago, c'est évidemment venir d'être encore une fois fleur bleue, mais nous, on l'est jamais vraiment dans cette émission. On est plutôt justement dans l'idée de protéger un petit peu et d'expliquer les choses. Mais c'est la réalité. Et il faut le dire. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de perdre à Dender parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils vont gagner au Real Madrid. Et tout le monde dit, oh, mais c'est normal. Bah non, en fait. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça devrait pas l'être, en fait. Le football, aujourd'hui, est beaucoup trop biaisé par ce biais-là. C'est pour ça que la phase classique, c'est le cancer du foot. Et c'est pour ça que la nouvelle réforme va arranger ça normalement, parce qu'il y aura plus cette division de points, il y aura plus ces calculs-là. C'est tout le monde joue contre tout le monde, le même nombre de matchs, et donc pour moi, tu auras un vrai champion de Belgique après la phase classique. Et donc, comme je disais, peut-être que l'Union deviendra champion de Belgique comme ça, et il le mériterait. Encore une fois, je suis d'accord avec toi sur le format. C'est-à-dire que moi, je ne discute pas le format, je décide la décision qui a été faite derrière, avant d'aller au format. C'est ça, en fait, le vrai problème. Derrière, c'est vrai que le 18, ça pourrait être très bien. Mais encore une fois, aujourd'hui, je m'interroge sur, et c'est la première phrase de Thomas quand on passe dans ce d'accord par d'accord, non, ou alors c'était toi qui l'avais dit, Quentin, le niveau intrinsèque de nos équipes en Challenger Pro League, je pense pas qu'il est si fort que ça que pour pouvoir en rajouter deux en plus sur les 16. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça clairement, ça va le niveau. Il y avoir des matchs, par exemple, quand Bruges ou Genk ou autre va jouer contre le 17e du championnat, la différence de niveau va être colossale. Hein. Surtout que dans les divisions inférieures, donc quand je parle de 3e, 4e division, il y a très peu de clubs qui ont l'intention et qui ont les capacités de monter en division 2 et d'éventuellement monter en division 1 par la suite. Il y a que, si je peux sortir un club, pour moi, il y a que Hasselt et Mons dans les divisions inférieures qui ont potentiellement les capacités de monter en division 1. Donc, tu as déjà très peu de clubs aussi dans les divisions inférieures pour être au niveau. Donc, ça limite déjà... Tu bises également cette ambition, mais ils sont pas encore effectivement au point au niveau du stade. Et même là, pour la division 2, ils savent même pas encore combien d'équipes ils vont mettre. Ils savent pas s'ils vont mettre 14, ils vont pas s'ils vont mettre 16, 4 clubs de U23, c'est encore le brouillard. Oui, et puis quand on voit le niveau de certains U23, on se dit qu'ils n'ont pas vraiment la vraie crédibilité pour aller en Challenger Pro League. Hein. Oui, mais même, ça peut complètement tout fausser, parce que imaginons qu'il y ait une équipe qui soit classée 13e, mais que du coup, ce soit des U23 derrière eux, mais c'est quand même eux qui vont descendre, parce que les U23 pourront pas... Enfin, il va y avoir plein de calculs et tout encore là en Challenger Pro League qui vont être assez bizarres. Ouais, voilà. J'ai parfois l'impression, effectivement, que Laurine Pareis, le président de la Pro League, essaye toujours de manier la chèvre et le chou et il se perd un peu là-dedans. On va passer à la prochaine phrase et cette fois-ci, on enquête, ou plutôt on analyse la rencontre entre le Sporting Charleroi et le KRC Genk. Les Carolos ont été volés par l'arbitrage au Mambourg. Le but de Haroko Daré n'aurait pas dû être accordé et les Zèbres peuvent avoir des regrets contre le KRC Genk. D'accord, pas d'accord. Xavier, pas d'accord.
Thomas est D'accord. d'accord pour ne pas changer et Quentin, c'est une belle 2 à la suite, n'est pas d'accord non plus. Quentin, pourquoi n'es-tu pas d'accord? Tu penses qu'il n'y a pas de regret à avoir, le match nul était mérité? Non, moi je parle sur le fait du goal qui Ouais. ne devait pas être valide. Pour moi, le goal devait être valide parce que maintenant ils ont mis dans le règlement comme quoi l'épaule était bon. Et il la prend de l'épaule, il la prend pas du bras. Donc le goal est valide. Et pour moi, sur Petris, la KMB, il n'y a pas faute. C'est Petris qui va pas dans les faute. jambes. Non, Non. pour moi, c'est Petris K- qui va dans KMB, les franchement, jambes. sa course, hein. Bah Ouais. oui, mais il est déséquilibré. C'est du là, n'importe Petris. quoi, hein. C'est du n'importe quoi. Il y a totalement faute sur cette phase. C'est Bah ton oui, avis. bah C'est oui. du Mais n'importe oui, quoi, les Parce gars. que pour moi, Mais c'est Pet- clairement Petris qui va Ah, chercher donc le Petris, penalty. Petris, Non, c'est lui qui va chercher le penalty en mettant ses jambes dans les jambes de KMB. Ah, donc tu penses pour quand moi, il y a pas court, faute. quand il court, il se dit, Ah. ah putain, je vais mettre Ah, ma mais jambe maintenant, arrière maintenant, main quand gauche tu vois et je vais comment, tomber. maintenant, quand tu vois comment Ah, il provoque, frère, si, ah non, il est dans maintenant, quand une tu vois comment il vitesse. essaie de provoquer le Mais penalty. il est en accélération totale. Tu penses vraiment, surtout que Petri, je peux te dire, c'est Pour pas un moi, gars très intelligent. KMB ne fait pas le geste de Mais faire la pour faute. te dire, Petri, déjà, c'est pas un gars très intelligent, c'est pas méchant que je dis, mais voilà. Merci, Jérémy. Oui, non, mais. je veux C'est dire- ça, c'est cadeau. Mais non, mais C'est il est cadeau. pas- Non, franchement, je l'adore et tout. Bonne chance. Mais je l'adore, mais enfin, niveau réflexion, j'avais déjà vu quelque chose, quelques trucs, c'était pas très fameux. Donc, je pense pas qu'il ait la capacité de courir, d'être en pleine accélération, de penser à ce qu'il va faire dans le rectangle et ensuite penser à, putain, je vais mettre ma jambe à l'arrière, comme ça, je tombe et j'ai peut-être un penalty. Pour moi, j'ai Impossible. regardé le ralenti. Impossible. Pour moi, clairement, KMB Bah oui, ne fait tu- pas le geste de tu faire la regardes- faute. tu regardes Et au j'ai regardé en ralenti. direct aussi. Tu regardes au Je ralenti. regarde en direct. Donc, Non. pour moi, Pour moi, il y a je me suis dit, il y a pas faute. penalty. On a Il y sifflé a faute. tellement de pénalty Mais oui, qui attends, on a étaient vu- beaucoup plus légers que ça, C'est qu'on ne ça, peut c'est pas ne pas arbitrage, l'accorder alors, hein. ici. Il y a Oui, mais penalty des 10 erreurs fois. d'arbitrage, mais à un moment donné, il y a un Ils osent contact plus dans la siffler les surface de pénaltys, maintenant. réparation, il est pris par derrière, il glisse, il tombe, il est Ah, donc, pour complètement toi, c'est KMB qui fait déséquilibré. le geste de faire tomber Mais il le Petris. fait, mais il le fait déséquilibré. pas forcément exprès non C'est ton plus, avis. mais. Non, mais il va au pas d'accord. contact. Il va au contact. D'accord? Oui, il va À un au moment contact. donné, il va au contact. Il va essayer de gagner le ballon. Au milieu de terrain, Il est- cette faute-là, il tu est la siffles, accroché, certes. Peut-être qu'il y a une forme. Alors, il faut juger l'intentionnalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a un penalty Ah oui, clairement. qui doit Non. être sifflé parce qu'il y a un contact dans la surface et il trébuche. Donc chaque J'attends cette contact, c'est penalty pour Mais toi. tu peux mais pas. bah non, mais Il voilà. prend pas le ballon. Il prend pas le ballon, il Mais c'est ça. trébuche, il est par terre. Cette faute-là au milieu de terrain, tu la siffles, oui ou non? Non. Bah arrête, abuse. Allez, tu C'est abusé. déséquilibres. Non, pour moi, je suis du même avec Quentin, là. C'est parce que Eh, c'est dans la- KMB, c'est parce qu'on parle du rectangle. Si c'était une faute en plein milieu du terrain, tout le monde la KMB, il siffle. force pas sa trajectoire de course ni rien. C'est Petris qui va chercher la faute. Mais il va pas Mais il est chercher devant, la faute. il est devant. Il est déséquilibré Bah parce oui. qu'il est en pleine course. Il n'y a pas Ouais, d'aller il est en chercher pleine une course. Comment est-ce que tu vas aller chercher une faute si tu es en pleine course? Mais c'est ça, Toi, c'est ça. son objectif, c'est d'aller vers le but. C'est pas d'essayer d'aller provoquer une faute. Autant la semaine dernière, bon, écoute, Surtout on que c'est peut pas le en style à Petris de négocier, faire ça déjà. on peut discuter, l'affaire de Solis, etc. Autant là, honnêtement, Ouais, il c'est est en pleine vitesse et il va vers le but. Comment est-ce que tu veux anticiper le fait de, alors qu'il a le nez sur le ballon, revois l'action, il a le nez sur le ballon, il y a un penalty sans aucune contestation possible. Non, pour moi, il va ça chercher le me contact. tue, en fait. Moi, il va chercher le Ouais, mais- contact. Mais il va chercher le contact. Bah ok, ça va. Je vais te rechercher toutes les phases où les joueurs vont chercher le Non mais contact. je t'explique, ils ont trop joué à la play, ils comprennent plus les vraies règles. Mais dans- c'est dans le foot, n'importe pour ça. quoi. Qu'est-ce que tu racontes comme C'est une connerie? blague, c'est une blague. Le problème, c'est que je pense surtout que l'analyse, elle est biaisée parce que les ralentis Mais biaisent oui, l'œil. clairement, c'est ce que je C'est disais un à vrai Quentin, problème. il parle du ralenti alors qu'il faut regarder en direct. Pas regarder le ralenti, c'est facile le ralenti. Non, mais ça Tu y est. regardes, tu ralentis à rien du tout, tu vois qu'il touche pas. Non, il est déséquilibré, il y a penalty pour moi. On est en train complètement de travestir l'œil du spectateur et de l'observateur avec cette histoire du VAR. On est toujours en train de regarder, ok, on va pas analyser l'image d'un coup, on va attendre le ralenti. C'est un problème qui est Mais bien oui, plus mais profond, clairement. qui est bien plus important. Les gens ont un mindset qui est complètement en dehors C'est ça. de ce qui est la réalité à la base de comment on analysait le football. On l'analyse plus, pardon, en direct sur le tas, mais ça y est, maintenant, on va attendre, regarder les ralentis, chipoter. Il y a un penalty évident sur Mais ce, oui. ce truc. Le ralenti fausse complètement la phase, mais complètement. Et le problème, En c'est plein que direct, il est derrière, penalty. ça tombe sur la tête Non, l'épaule. Ouais, c'est la... non, mais ça tombe sur la tête de Charleroi, Ouais, Ah oui. qui derrière encaisse Encaisse, un ouais, but ouais. de Tolo à Rocco Daré, quoi. ouais, exactement. C'est bien ça le problème. Ben, quand même, c'est incroyable ce match. oui. Moi, je trouve que Charleroi, quand même, la dernière fois, on parlait des équipes chanceuses la semaine dernière. Là, maintenant, Charleroi manque de chance à fond. Ah mais à fond, mais c'est pas même contre Anderlecht, hein. Enfin je vais en parler après, mais bref. Non, mais Ouais. tu peux aller sur Charleroi. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions qui ont été créées. Ouais. Qu'il y a des joueurs qui, franchement, Moi, cette c'est- fois-ci, ont été intéressants dans leur. Oui. Par exemple, je trouve que Dan Heyman, ce qu'on a parfois critiqué dans cette émission, Ouais, ça, je suis n'a pas pas d'accord, été, mais- mais il a pas été mauvais dans cette rencontre. Ouais, il a raté la désolé, manquable, quoi. C'est tout. désolé, ouais, il a raté ce qui, c'est la Oui, deuxième ok, fois. mis à Contre part cette Anderlecht, occasion, voilà. mais dans ce qu'il apporte dans son équipe, il a J'ai- pas. Ouais. Moi, je l'ai pas, Par exemple, dans le cœur du jeu. franchement, je l'ai pas trouvé bon. Et encore une fois, si Charleroi prend pas les 3 points, c'est à cause de lui. Même s'il met le penalty, il rate une occasion contre Anderlecht, l'inarrêtable. Il fait la même chose contre Genk. C'est
potentiellement un 4 sur 6 qu'ils auraient dû prendre et pas un 1 sur 6. Donc pour moi ça non, Eyman c'est pour moi trop surcoté, je peux pas. Mais par contre l'entrée d'Mbenza était intéressante. Ouais, mais ouais, bah, Stulic a une très belle occasion. D'ailleurs, l'arrêt de Penders, elle est phénoménale. Exceptionnelle. Elle est phénoménale. Parce que pour moi, les 3 points, ils étaient là. Mais enfin, bref. Charleroi aurait dû remporter cette rencontre parce que j'ai trouvé meilleur que Genk. Ils ont dominé Genk en première mi-temps. C'était un jeu très intéressant, très beau. Et je pense que c'est potentiellement un de leurs meilleurs matchs en termes de tempo, d'efficacité. Enfin, d'efficacité, quand je parle de niveau erreur, mauvaise passe, etc. Tout était très fluide. J'ai adoré la prestation de Charleroi. Déjà l'aller, ils étaient très bons. Oui, c'était un de leurs meilleurs matchs aussi. Donc en fait, Genk, ça le réussit très bien, alors que c'est le numéro 1 en Belgique. Donc, qui mérite les playoffs 1? Charleroi. Ouais, par contre, il y a un truc que personne ne parle. Ok, Charleroi a bien joué, mais enfin, Charleroi peut aussi dire merci au pied carré de Telou. Hein. À chaque match, il lui faut 50 occasions et encore là, à un moment. Non, mais c'est vrai qu'il fait le tout. but qu'il met, il est quand même exceptionnel. Ouais, mais Et t'as pas vu l'occasion qu'il rate juste avant? Il se retourne, il gagne le duel, il est au point de penalty tout seul face à face au gardien, il arrive à la mettre à côté. Par contre, je suis complètement Ça doit être d'accord. 50 fois goal, ça. Je suis complètement, non, alors pas du tout. Je suis complètement d'accord avec toi qui rate énormément d'occasions et il y a une statistique qui est affolante. Il a déjà raté 25 grosses occasions cette saison. Le deuxième, on a 10 de moins, donc c'est vraiment une stat qui confirme ce que tu viens de dire. Mais quand il a reçu la passe et qu'il se retourne et que il gagne le duel face à Osu, il y a un rebond du ballon. Elle monte. Tu sais rien faire. Il y a un rebond sur le ballon. Elle part. C'est logique. Il rate beaucoup trop, Telou. Mais non, mais tu dis que cette occasion-là, il aurait dû la mettre coûte que coûte. Non, le rebond. Et à ce niveau-là, tu dois la mettre. Le rebond fait vraiment fausse route pour lui et ça le met en difficulté. Là, faut être honnête et objectif. Donc tu vas me dire que le numéro 9 titulaire à Genk, l'équipe numéro 1 en Belgique, doit à cause d'un rebond, rate ça? Mais ça peut arriver, tu dis que coûte, il devait être dedans. Bah mais ouais, le rebond, à ce niveau-là, en P4, tu peux rater ça, mais pour D1, c'est un rebond. C'est une erreur professionnelle? Bah pour moi, ça, ouais. C'est là, C'est une faute professionnelle. Cette action-là, clairement. On peut lui donner une amende sur son contrat, quoi. C'est ça. Mais s'il manque des points cette saison, attends, franchement, je te conseille de revoir l'action et de revoir justement le ralenti. Tu vois vraiment qu'il y a un rebond sur le ballon, ça le met en difficulté complètement. Bref. Quentin. Moi j'aime bien, c'est plus le QNT Show, mais non, c'est le Xavier NT Show. C'est le ex-NT Show. Ouais, moi je suis avec le popcorn. Non, mais je voulais te poser une question concernant la possibilité encore de voir Charleroi en play-off. Pourquoi? Parce que forcément, tout le monde va dire que c'est très compliqué. Mais entre, il y a le match contre Bruges, si il joue contre Malines, je ne m'abuse, il joue contre Malines, et puis il y a le match contre Bruges. Bon, Bruges sera peut-être ou extrêmement euphorique après une qualification, ou alors un peu compliqué et triste. Ouais, donc ça peut aussi jouer en faveur des Carolo. La situation de Malines, la situation de Bruges, c'est des choses qu'on peut exploiter. Charleroi qui monte quand même bien en puissance. Est-ce qu'on peut... C'est trop tard. Est-ce que ne pas y croire, ce serait faire une erreur dans le vestiaire de Charleroi? Je l'ai dit il y a 3 semaines, c'est les 2 points perdus à Berscott qui vont tout casser pour eux parce qu'ils auraient dû remporter ce match coûte que coûte. Tu peux pas faire un match nul à ce niveau de la compétition. Là, merci Mohamed tu perds 2 points. Merci Mohamed Koné. Non, c'est même pas ça. Je vais en revenir encore pour la 5e fois de suite. C'est encore la Gantoise avantagée par l'arbitrage. Oui, ça aussi. Qui a encore pris des points comme chaque week-end et ça devient vraiment lassant. Bon, ça a été un de leurs meilleurs matchs des 5 dernières semaines, je peux dire. Mais qui joue, oui, mais moi je parle juste des erreurs d'arbitrage. La Gantoise n'est jamais en playoff 1 sans l'arbitre cette saison. Et c'est ça qui est dur à dire et c'est ça qui est aussi bien pour les équipes tout en dessous comme Charleroi qui aurait pu encore à l'heure actuelle prétendre pour une place en playoff 1, mais l'arbitrage et la VAR on a décidé autrement en favorisant une équipe néerlandophone pour cette playoff 1. L'arbitrage a favorisé la Gantoise, ce sera la phrase évidemment de cette émission. C'est à chaque fois la même chose. On l'a déjà mis 3 fois. Ouais, mais c'est à chaque fois pareil. Encore ici, tu mènes et ils perdent 1-0 contre Bruges. Torunariga doit prendre rouge et ça change encore une fois tout le cours du match. Je suis désolé. Je te donnerai un peu de propolis pour la voix parce que t'en perds ta voix. C'est un peu compliqué. Mais oui, effectivement, on est forcé de constater qu'aujourd'hui la Gantoise est vraiment dans une situation où elle est favorisée. Mais quelque part, c'est chaque semaine. Donc forcément, aujourd'hui, on envoie des signaux, mais ils sont tous en train d'être confirmés, quoi. Ouais, et même à côté de l'arbitrage, il y a vraiment aussi je sais pas pourquoi, mais ils ont une chance énorme, c'est qu'ils marchent toujours dans les dernières minutes du match. Ils arrivent à prendre des points dans les dernières secondes de match. Après, ils auraient même pu prendre les 3 points parce que les 5 minutes de temps additionnel, ils étaient complètement au-dessus. Ils ont un élan de confiance, c'était énorme et ils auraient parfaitement pu prendre les 3 points. Mais pour en revenir à ma question avant d'arriver au match de la semaine et au Classico, c'est quand même une erreur de ne pas y croire quand on est un joueur du Sporting Charleroi sur le terrain. Il faut quand même à un moment donné jouer en ayant cet espoir. Mathématiquement, c'est encore possible, mais dans les faits, on est complètement d'accord que c'est pratiquement infaisable, tout comme le standard. C'est possible encore pour les deux, mais avec ce qui se passe, ça
ça n'ira pas. C'est pas dans leur mindset. Parce que quand tu regardes les 2 derniers matchs, ils ont célébré le fait de ne pas être dans la zone rouge et de ne pas être relégué. Et donc, quand tu penses déjà ça, c'est que le playoff 1, c'était plus du tout leur objectif. Si quand tu fêtes le point et tout parce que tu dis, ouais, on est sauvé, c'est que dans ta tête, ça peut les libérer aussi. Oui, ouais, mais et même, tu penses plus au playoff 1. Tu jouerais pas comme ça face à Genk si t'as pas d'autres objectifs. Je pense que l'objectif principal c'était de te sauver et Rick 2000 a dû avoir le discours, les gars, c'est bon, on est sauvés, on tente le tout pour le tout. Si on est en playoff, tant mieux. Si on n'y est pas, c'est pas grave. On a réussi notre objectif, donc je pense que. Ce week-end, ils vont jouer libéré. Ils peuvent encore y croire. Comme ce week-end. Et tu joues Malines qui est en décrudescence complète, c'est la crise là-bas. Van der Beek qui va reprendre les entraînements. Van der Beek toujours avec sa bière. Enfin, ça va devenir vraiment de l'amateurisme, Malines. Donc ça va être très compliqué. Et derrière, c'est une équipe qui a retrouvé un buteur, qui a retrouvé des joueurs de ballon. Allez, il y a quelque chose. Moi, Charleroi gagne les playoffs 2, largement. Voilà. Pour moi, Charleroi joue contre le 5e des playoffs 1. Et ça, ce serait quand même le plus beau cadeau que Mehdi Bayat pourrait faire à ses supporters qui n'ont pas arrêté de lui cracher dessus depuis le début de saison, et ça faut quand même le dire. Aller chercher une qualification pour la conférence, c'est pas mal. Hein. Et un Charleroi à l'heure actuelle qui joue contre la Gantoise ou l'Antwerp, Charleroi peut être en Europe. Hein. Charleroi peut le faire. Ils ont perdu des bêtes points, il y a eu des circonstances qui ont fait que, et c'est comme ça. Ouais. Allez, on passe au match de la semaine. Évidemment, on est parti avec le Standard contre le Sporting d'Anderlecht. Le Sporting d'Anderlecht qui est venu à bout du Standard de Liège après un match extrêmement compliqué, nul, bizarre, voilà, une purge, on peut l'appeler comme ça. Victoire 2-0 de la part des Mauves. La première question, elle est très simple. Vous l'avez déjà certainement lu et vu partout, mais on va quand même la poser et on va avoir les avis de nos chroniqueurs là-dessus. Le Standard de Liège a-t-il dit définitivement adieu au play-off, Champions Play-off, bien évidemment, Xavier? Mathématiquement, non, mais je pense que oui. En soi, mathématiquement, on s'en fout, Xavier. Voilà. Non, mais voilà, mais justement, comme on l'a dit, il y a un masse espoir, mais moi, personnellement, j'y crois pas, et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de monde qui y croit encore, parce que c'est quand même compliqué. Maintenant, l'écart, c'est quoi? 4 ou 5 points, il reste 2 matchs. Gand a quand même un calendrier assez facile, surtout le dernier match face à Courtrai, donc... je pense pas que ce soit facile. Tu vas pas me dire qu'ils vous prendront au moins un point, tu vois, enfin... Oui, et ça m'étonnerait que ça fasse 6 sur 6, donc... Ouais. Enfin bref, ça on verra bien. Non, mais moi, écoute, surtout, quel est ton point de vue là-dessus? Moi, en fin de saison, les équipes, surtout les équipes du bas de tableau, ils prennent toujours des points d'une manière ou d'une autre. Et je suis très bien passé pour ça. T'as vu le niveau de Courtrai cette semaine? On est déjà fin de saison. Honnêtement, face au Cercle de Bruges et face à Saint-Tron, depuis que Stork il est là, c'est pas mauvais le niveau. C'était éclaté. Bah non, la première mi-temps, ils ont bien joué la première mi-temps. Je pense que tu as regardé 2 minutes de la première mi-temps. Justement, j'ai regardé jusqu'à la 60e. Bah non, moi je trouve que le niveau est meilleur depuis le début, enfin depuis l'arrivée de Stork. Bon après le niveau était quand même très faible juste avant, donc ouais. Mais on ressent le débat sur le Standard de Liège, plutôt Courtrai, on a rien à foutre, on peut le dire. Honnêtement, Quentin qui rigole. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui le Standard de Liège a proposé un non-match. Et je me pose quand même la question de la responsabilité de bien au-delà des joueurs. Parce qu'il y a des joueurs, évidemment, qui sont des joueurs de kleuterklasse, hein, comme on dit en néerlandais, c'est-à-dire de maternelle. Mais en dehors de ça, Ivan Leko a raté son coup. Il a fait des choix vraiment qui ont été à un moment donné vraiment répréhensibles à la fin de la rencontre. Ok, mais dans un certain sens, quand tu prends la globalité du match, je trouve que limite le Standard était un petit peu meilleur que Anderlecht, ça il faut l'avouer. Mais Anderlecht est arrivé nul. Anderlecht nul, franchement. Alors, je suis premier à dire que j'adore cette équipe, mais là je peux pas les défendre, là. Il y a zéro débat. Le Sporting est arrivé avec une hantise et une peur très claire, se faire prendre dans son dos. Ils ont travaillé pendant toute la première période avec ça dans le mindset, dans leur état d'esprit. Il ne fallait absolument pas se faire prendre dans le dos, et justement, ils avaient peur de Camara. Ils étaient tout le temps en double rideau défensif pour empêcher la vitesse, parce qu'ils savaient que le seul créateur de ballon, le seul joueur qui à un moment donné pouvait créer la différence au Standard, c'était Ilaï Camara. On l'a vu en seconde période, il s'est procuré la plus belle occasion du match au niveau du Standard. Donc il fallait de la part du Sporting d'Anderlecht d'abord vraiment sanctifier un peu cette défense centrale et aller mettre les pains quand il fallait mettre les pains, et surtout ne pas laisser d'espace. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Le Standard en fait s'est retrouvé un peu dans un état qu'il déteste, c'est-à-dire jouer au football. Le Standard de Liège ne sait pas jouer au football quand on lui demande de jouer. C'est un vrai problème et on l'a vu dans ce match. Et après, derrière, le Sporting, à un moment donné, a des individualités qui, même si elles ne sont pas bonnes dans cette rencontre, parviennent à faire la différence. La meilleure équipe sur papier a remporté le match, mais pour moi, ça devait être un 0-0 tout court, parce que c'était à l'image de ce match, c'était un fiasco, c'était ennuyeux, c'était nul, il y avait rien à voir. Pour être très honnête, je vais être honnête, mais j'ai regardé les 20 premières minutes.
Et je suis tombé endormi jusqu'à la 75e, mais vraiment réel. Tu t'es endormi devant un classique, vraiment, je te jure. Donc, pour vous dire, après, j'étais quand même fatigué, donc il y a des circonstances qui ont fait que. Mais non, et après, j'ai envoyé un message à mon pote, je dis, putain, je me suis endormi devant le match. Il dit, t'inquiète, t'as rien raté. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose comme occasion. Quentin, qu'est-ce que tu as déjà comme premier feeling quand tu penses à cette rencontre, le retour que toi, à chaud, t'as eu après ce match? Faible, très très faible, que ça soit des deux côtés. Après, le Standard, s'il voulait l'emporter, aurait dû clairement tuer le match dans les 15 premières minutes. Ou le Standard était largement dominant, c'est eux qui faisaient le jeu. Anderlecht, très décevante cette première mi-temps. Un Torgen Hazard, plus invisible que ça, tu sais pas le faire. Et, comme tu le dis, un éclair de génie. Il te met une balle enroulée magnifique, imparable pour le gardien. Oui, comme tu disais aussi, Don Donker, pour moi, a fait un bon match par rapport à ses précédents matchs, si on doit le comparer aux autres matchs. Ne lui demande pas de tirer au but. Hein. Mais ça, Pécaré, on connaît. Mais je veux dire, dans le fait d'à chaque fois venir aider Sardella. Ouais. Parce que Sardella a été mis en difficulté énormément par Camara, mais a réussi à gagner son duel vu que Camara n'a pas été décisif. Mais comme tu le disais, à chaque fois, il y avait soit Stroikens, soit Don Donker qui venait aider pour pas qu'il puisse rentrer dans l'axe. Une fois en première mi-temps, Camara a réussi à passer où il a voulu faire la passe. Moi, je pense qu'il a dû tenter une Mbappé, premier poteau en tir, clairement. Mais sinon, ouais, le match, c'était pour un classico, ce n'est pas un classico. Je veux dire, imagine, tu veux dire à un supporter étranger, quelqu'un qui vient ou quoi, qui regarde ce match, je lui dis, ben pose-toi, ça c'est le classico belge, même si j'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça, mais on va dire un gros derby en Belgique. Et il dit, mais c'est quoi ce niveau, quoi? Xavier, à l'image de ce dont on a parlé ensemble, l'ambiance est vraiment montée très haut et ensuite est complètement redescendue pour être complètement tuméfiée. Et puis il y a la fameuse phrase de Gustinson, on n'avait pas l'impression que justement il y avait autant de bruit que ça. Bon, évidemment c'est la vanne, mais c'est la vérité. On n'a pas eu le chaudron de Sclessa qu'on attendait dans cette rencontre. Clairement, déjà je pense l'absence de supporters d'Anderlecht, enfin quoi qu'il arrive, pour n'importe quelle affiche, que ce soit dans n'importe quel pays, l'absence de supporters adverses, ça tue un petit peu le folklore d'un match, enfin tout ce qui fait l'atmosphère d'un beau match de foot. Quand t'as que des supporters d'une seule équipe, bah quoi qu'il arrive, surtout que le match comme ça, tu sais que t'as beaucoup de personnes qui viennent aussi pour vivre pour une première fois, soit d'Anderlecht entre guillemets, donc déjà ça diminue, on va dire, la ferveur populaire, mais quand t'as pas de supporters de l'autre côté, ben il y a aucune petite provocation, qu'elle soit gentille ou peut-être des fois un peu limite, mais qui fait que ça réchauffe un petit peu tout un stade ou autre. Donc à partir de ce moment-là, ouais, entre guillemets, tu jouais sans spectateurs, c'était presque pareil, un match comme ça. Ça qui est malheureux. Donc ça a eu un impact sur la prestation des joueurs? Non, que les joueurs, je pense, ils n'ont pas besoin de ça. Ils savent que c'est Anderlecht. Pour eux, c'est le match peut-être le plus important. Par contre, moi j'ai une question pour toi, Sacha, c'est que tu nous as posé la question au début de séquence pour le match de la semaine. Le coaching d'Evan Leko, toi, qu'est-ce qui t'a posé problème dans ce coaching? Ibrahim Karamoko pas titulaire. Tous les jours de la semaine. Et Bolingoli au titulaire à la place de Salah. Bolingoli, effectivement, à la place de Salah. Parce qu'en possession, ça lui permettait de pouvoir switcher à 4 défenseurs au lieu d'être à 5. Bolingoli peut jouer back gauche, toi. En possession, il aurait pu switcher et mettre Camara. Enfin, Camara pouvait jouer plus haut et coulisser, toi. C'est pour ça que je pense qu'il a fait jouer Bolingoli et pas Salah. Ouais, en tout cas, Suleiman Doumbia, lui, il est arrivé pour faire de... Ouais, mais le problème... C'est un véritable clown. Ça, on en parlait. Ça, c'est une fraude. Une grosse fraude. La montée de Doumbia, non, on faut en parler, c'est pas possible. Bolingoli, il revient de blessure, il peut pas tenir un autre match, et sur ton banc, t'as rien. Tu replaces Fossé ou Camara sur les flancs et tu mets un autre joueur. En tout cas, je comprends vraiment pas. C'est que le banc aussi, j'ai pas compris la composition. Le banc du Standard lui permet pas de faire autre chose non plus, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as des joueurs qui ont beaucoup de courage, à l'image d'Henri Lorenz, qui font ce qu'ils peuvent sur un terrain, mais qui, moi, me font un peu de peine parce qu'on a l'impression qu'ils savent pas faire plus que ce qu'ils montrent. Et donc, du coup, au Standard de Liège, je suis désolé, encore une fois, on se contente du minimum, on s'assied avec des joueurs qui sont des joueurs moyens, mais tout le monde est très content parce qu'ils se battent. C'est pas ça le Standard de Liège, et c'est pas ça qu'on attend du Standard de Liège. Je veux dire, aujourd'hui, tu as des joueurs sur le banc comme Attila Salai, tous les jours de la vie doivent être titulaires, tous les jours. Si tu mets Bolingoli pour les raisons que je pense que c'est toi qui l'as expliqué, Thomas, c'est très bien, mets-le. Mais alors Attila Salai, tu dois lui trouver une place dans ce monde. Ailleurs, c'est tout. C'est un joueur moi, excusez-moi, mais Attila Salai, je l'ai vu Hongrie, France, à l'Euro, le monstre défensif qu'il était face à Olivier Giroud. Même s'il est à 30% de ses capacités, ce mec-là, je le mets tous les jours. Oui, mais clairement. Tous les jours de ma vie. Je comprends pas. Moi, quand j'ai vu la composition, j'ai vu Bolingoli qui se blesse tous les 2 matchs et un Salah qui est sur le banc. Il doit avoir un problème. C'est pas possible autrement. C'est possible, mais en tout cas, c'est vraiment répréhensible. C'est pour ça que je parle de la responsabilité d'Ivan Leko. Et excusez-moi, mais Aiden O'Neill,
Ah, merci. Est-ce qu'on s'arrête 2 secondes sur la prestation d'Aiden O'Neill? Après, moi, c'est... Ce type est un cadavre, d'accord? C'est un véritable cadavre. C'est le joueur qui court le plus en Pro League. Oui, mais on s'en fout qu'il court. Va qu'il aille faire du marathon. Moi, je l'emmène à un émette au Vémont et ça va très bien se passer. Je veux dire, à un moment donné, il faut se prendre 2 secondes sur qu'est-ce que ça veut dire être supporter et surtout, pour un supporter, de voir un capitaine comme ça du Standard. Mettez-vous à la place des supporters du Standard. Comment c'est possible d'avoir un déchet pareil en position de capitaine du Standard? Oh, on va où là? Qu'est-ce que ça construit comme histoire du Standard de Liège? On se contente de quoi? Des miettes? Déjà qu'il n'y a plus, mais ça c'est un autre débat, de talent dans l'académie du Standard de Liège et que, à mon avis, on progressera plus tant qu'il n'y aura pas de rachat. Et aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui est en dessous de Aiden O'Neill dans l'effectif du Standard dans le cœur du jeu. Ibrahim Karamoko est meilleur, le petit Kouavita est meilleur, et Ivan Nicole titularise, et il le met capitaine. Capitaine, ça pire. Le cas capitaine, il a rien d'un capitaine, même sur le terrain, t'as beau le voir, il transcende pas. Tu vois, par exemple, tu mets un capitaine, même exemple, tu mets un Van Aken, c'est quelqu'un qui va le mettre une pression sur l'arbitre. On dit que maintenant il n'y a plus que le capitaine qui peut parler sur l'arbitre. Tu verras pas O'Neill mettre cette pression dans un classico, excuse-moi, mais ça fait partie du football. Tu dois avoir ce capitaine qui doit aller mettre une pression sur l'arbitrage. Tu dois avoir ce capitaine qui doit mobiliser ses troupes. Excuse-moi, mais O'Neill n'a pas l'âme du Standard de Liège. C'est une merguez. Ouais, mais c'est pas possible en fait. Et derrière le fait d'avoir pris et lui donné autant de responsabilités en disant c'est en le responsabilisant qu'on va le rendre meilleur. Et l'ont prolongé. Il était à Melbourne, hein, mec. Il était à Melbourne. Hein. Si derrière tu fais des, ouais, mais t'as quoi? T'as une vingtaine d'années. Si à Melbourne, tu sors à Melbourne à 25 ans, c'est que t'es pas un top joueur en fait. C'est juste ça. Tu peux pas faire des folies. Et derrière, il y a un mec qui vient d'arriver de 3e division française qui montre 3 fois plus de qualité, 3 fois plus d'ambition, 3 fois plus d'abnégation et qui est 3 fois meilleur que toi. Je dirais à un moment donné, va dormir, tu vas sur le banc et derrière tu joues les 10 dernières minutes contre Malines si tu gagnes 6-0. Mais c'est tout quoi. Tu n'existes plus dans le vrai noyau du Standard de Liège. Aujourd'hui, on est en train complètement de s'asseoir sur ce qui est réellement le niveau du Standard de Liège. Et moi, je le dis avec émotion parce que ça me fait beaucoup de peine. Comment c'est possible qu'aujourd'hui on se retrouve dans une décrudescence pareille et on perd 2-0, mais à l'époque, le Standard de Liège, tu perdais 2-0 contre le Classico. C'était la guerre. On te foutait le feu. C'était un bordel. Ici, ils sont tous rentrés. Ils sont rentrés chez eux. 85e minute, tout le monde rentre, tout va bien, on va boire une bière. Non, mais c'est pas le Standard, ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec le Standard cette saison. Et je le dis, c'est pas parce que je n'aime pas le club, ça n'a rien à voir. C'est juste, ça ne représente pas ce que le Standard a été et ce que le Standard représente pour moi personnellement. Le Standard qu'on voit aujourd'hui, c'est pas le Standard que j'ai envie de voir. C'est pour ça que ça m'énerve et que j'ai une certaine rage. Et quand je parle, je suis peut-être plus dans l'émotion et je critique fort, mais c'est juste par rapport à ce que tu viens de dire, tout simplement. Ils ont anesthésié les supporters du Standard depuis Bruno Venanzi. Et depuis, ils font passer des pilules en envoyant, comme d'habitude, des petits messages par certains biais médiatiques, etc. Et on manipule la masse. On manipule la masse. Et derrière, on se retrouve avec des supporters qui quittent le stade à la 85e minute, comme si on était à Chelsea et qu'ils étaient tous millionnaires et qu'ils avaient payé leur stade avec des prix, voilà, sans aucune connaissance possible. J'étais au stade, hein, j'étais en train de regarder le match, je voyais plus le match, parce que tellement j'avais des gens qui se levaient et qui partaient du stade. Je me dis, mais c'est n'importe quoi, c'est hallucinant. Et même, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que même en certains groupes d'ultra ou dans le stade, ça se passait pas très bien entre eux, parce qu'il y avait des gens qui étaient pas d'accord et tout, de personnes qui étaient chez les ultras qui me l'ont expliqué. Donc, ouais, je pense qu'il y a des choses qui doivent changer et tout. Il y en a qui chantent pas, ça fait débat. Il y en a qui sont pas contents avec d'autres. Ça se prend assez la tête, je pense. Je pense à toi. T'as dû te mouiller la nuque, hein. Passer de l'Atlético et du Vanda au Classico. À mon avis, tu vas dire, ouh, ma chérie, je pense qu'on va rentrer à la maison, on va regarder 2 Dexter, Dr House, ça va très bien se passer. A priori, sa nuque, elle était plus mouillée à l'Atlético qu'au Standard. J'étais en VIP, j'étais au sec. Ah, c'est bien, incroyable. Mais non, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est quand même très très dommage d'avoir aujourd'hui un club pareil. On va passer au Sporting d'Anderlecht. Alors, certes, la prestation n'était pas exceptionnelle, mais encore une fois, Anderlecht a fait avec ses moyens. Et est-ce que ces moyens-là seront suffisants pour avoir de réelles ambitions en play-off? Aujourd'hui, franchement, quand on regarde, parce qu'on a eu un match un peu similaire, je trouve, enfin similaire pas en termes de jeu, mais si en termes de jeu, mais par rapport à Anderlecht. Quand tu reprends le match Charleroi face à Anderlecht, on a vu exactement la même chose. Anderlecht nul. Charleroi au-dessus et Standard, on peut potentiellement dire qu'ils ont quand même été un peu plus au-dessus qu'Anderlecht et ils arrivent à prendre des points, à ne pas encaisser. C'est juste une question de qualité individuelle, comme tu le disais. Les gros joueurs font la différence quand il faut, comme Anazar, on l'a pas vu du tout du match, mais il met un but sensationnel. C'est ça la différence avec les autres clubs aujourd'hui. Mais je pense qu'en play-off, ça va être très compliqué et on en a parlé il y a 2 semaines. Tout dépend
de Dolberg en fait. Cette équipe tourne autour de Dolberg. Là, c'est clair et net, il n'y a plus de débat par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Et après, j'ai quand même aimé, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, la prestation de Kylian Sardella. Tu trouves qu'elle a été bonne? Je trouve que Kylian Sardella était très humble dans son le football, seul... dans ce qu'il a proposé. Je dis pas qu'il a été le meilleur latéral droit possible. C'est pas ça. Je suis pas en train de dire qu'il a fait le meilleur match de sa vie. Mais ce qu'on lui demandait, beaucoup pensaient qu'il n'en était pas capable. Moi, j'avais des doutes. Il a réussi à bloquer Ilaï Camara sur certaines phases de jeu. Et surtout, il a réussi à éteindre un peu le feu sur son côté quand il y en avait l'obligation. Bien sûr, il y a cette occasion d'Ilaï Camara sur le côté droit, il a fait des folies, mais il faut quand même se dire que ce mec-là est un latéral qui joue, enfin est un ailier dans son esprit, mais qui joue latéral. C'est pas évident aussi à défendre pour Sardella si haut dans le jeu en plus. Franchement, je trouve il a du courage en fait. J'ai envie de lui mettre un peu la médaille du mérite dans ce match. Non, je suis d'accord, mais le seul joueur du côté d'Anderlecht qui était à niveau, c'était Augustinsson. On en parlait avec Quentin, et dans une moindre mesure Kozeman parce qu'elle a tenu le clean sheet. Mais à part ça, il y a aucun joueur qui était à niveau du côté d'Anderlecht. C'était Stroken, ça fait une bonne première mi-temps, je trouve. Ça a été là quand mais t'apportes pas d'occasion. Je trouve qu'il a apporté ce plus d'un point de vue leader technique qu'Anderlecht avait besoin, ce vrai 10 dans lequel ils ont besoin. Il est sorti à la 60e parce que physiquement, il revient de blessure, donc il fallait pas prendre de risque, surtout avec les playoffs et les blessures, mais je trouve que Strokens est ce 10 dont Anderlecht a absolument besoin. Et en première mi-temps, t'as vu que dès qu'il avait le ballon, ça faisait du bien, il arrivait à garder ce ballon, il arrivait à éliminer les joueurs, il arrivait à jouer dans les petites combinaisons, et Anderlecht n'avait pas ça contre l'Union par exemple. Quentin, Giancarlo Simic, pas dans le groupe titulaire. On m'explique cette transition? C'est incompréhensible, je comprends pas. Ça n'a aucun sens en fait. Je comprends pas, vraiment, c'est incompréhensible. Il est pas dans le groupe. Là, il devient titulaire. Adrielson et Vertonghen qui reste sur le banc. Vertonghen un peu le 12e homme parce qu'il il en jouait, il s'échauffait tout le temps sur le terrain, ce qui énervait les supporters du Standard. Moi, j'étais de ce côté-là. Donc, il jouait de ça. Ils ont joué de ça parce que du coup, lui, il remontait encore plus sur le terrain. Il faisait l'arbitre de touche à faire comme si il suivait les actions et tout. C'est vraiment. Mais Simic, c'est incompréhensible. Le cas Hubert, j'arrive pas comment il arrive à gérer Simic. Là, parce que même le jeune, mets-toi à sa place. Ouais, non, limite on compte sur toi, t'es pas sur la feuille. Ah ben maintenant t'es titulaire dans un classico. Et il sort son match. Mais comment tu peux dire que tu peux plus compter sur Simic alors que c'est le meilleur défenseur de leur noyau? Il n'y a pas débat par rapport à ça. Moi je suis assez étonné aussi. On rappelle un prix qu'en plus qu'Anderlecht a payé. Oui. C'est moins que Lucas Hay, c'est moins que ce qu'il devrait payer s'il lève l'option sur Adrielson. C'est 2,75 millions d'euros. C'est vraiment rien du tout. C'est leur meilleur atout défensif. Je suis d'accord. C'est bizarre. Allez, on va passer à la patte de l'expert. À présent, c'est Thomas qui s'en charge. La patte de l'expert, ça m'a manqué de te voir faire une patte de l'expert, mon cher Thomas. Qu'est-ce que tu nous réserves? Alors moi, je voulais parler un peu des binationaux, donc de la Belgique. Donc c'est un sujet qui a été assez dans l'actualité les dernières semaines. Donc moi, ce que je me questionne un peu, c'est certes, Talbi, on sait qu'il va choisir pour le Maroc. C'est surtout sur lui que j'ai envie de me concentrer parce qu'en fait, on fait tout un plat par rapport à lui. Mais est-ce que on se pose la question de Talbi dans le noyau actuel? Est-ce qu'il serait titulaire dans l'équipe belge à ce jour? Je vais te poser la question. Tu me réponds juste oui ou non. Je pense que c'est un bon backup à Yoann Bakayoko. Titulaire, oui ou non? Convoqué. Donc il serait, on va dire, troisième, quatrième choix dans la sélection. Donc en tant qu'ailier. Et donc ta question c'est quoi? Donc est-ce qu'il serait sélectionné dans l'équipe de Rudi Garcia en mars si pour jouer contre l'Ukraine? Si choisit la Belgique. Ouais. Oui. Toi tu dis oui? Oui. Tu dis quoi? Oui ou non? Le Québécois a bien joué. Oui ou non? Non. Toi tu dirais? Comme 3 ou 4e fois, oui. Tu dirais oui. Ok, je pense que si on le sélectionne, ce serait tout simplement pour le conserver et qu'il ait la nationalité belge. Mais tu le convoques pas par rapport au niveau, par rapport aux autres. Parce que tu as quand même un Doku, Bakayoko, Mbangula qui a encore été décisif avec la Juventus. T'as Fofana, désolé, tu le mets où? Mbangula joue jamais à droite. Hein. Oui, mais je commente les matchs de Mbangula. Je parle juste du côté ailier, je parle du nombre d'ailiers parce que t'as Salemakers, t'as Trossard, t'as plein d'ailiers. Pour moi, à ce jour, Talbi est en dessous de tous les ailiers que je viens de mentionner. Même si c'est un potentiel fort, je l'adore, hein, c'est un super joueur. Mais moi, je trouve pas que c'est un choix regrettable qu'il ait opté pour le Maroc parce que je trouve qu'on a beaucoup de qualité sur les ailes et je trouve que c'est même le secteur le plus fourni dans notre sélection belge. Donc moi, je trouve pas que ce soit un problème qu'il ait choisi pour le Maroc et limite. Je trouve que c'est bien pour lui parce que on savait tous qu'il allait choisir pour le Maroc et tant mieux pour lui. Moi, je trouve que c'est pas regrettable. C'est plus une prise de parole qu'un pas de l'expert. Hein. Oui, mais moi c'était pour dire non, c'est parce que je veux ajouter aussi parce que on parle des binationaux, il a choisi pour le Maroc, mais est-ce qu'on a parlé de Mbangula, il aurait pu choisir pour le Congo si je me trompe pas. T'as Fofana, il aurait pu choisir pour la Guinée et t'as par exemple Bakayoko qui aurait pu choisir pour la Côte d'Ivoire. On n'a jamais parlé de ça, on n'a jamais fait tout un plat par rapport à ça. Ils ont choisi pour la Belgique, lui a choisi pour le Maroc et
c'est comme ça, faut arrêter de polémiquer là-dessus. De toute façon, le dossier du Maroc, en plus de ça, on sait que le directeur technique de la fédération marocaine est un Belge, hein, c'est Chris Van Peuvelde, ancien directeur technique de la fédération belge en plus, donc c'est quand même un peu marrant. On a un garçon, un homme, il s'appelle Mourad, qui travaille en fait pour la fédération marocaine à temps plein ici en Belgique et dont le travail spécifique c'est uniquement d'être en contact total avec la famille tout le temps. On appelle ça un espion hein, dans n'importe quel autre secteur d'activité. Hein. Pour moi c'est de la manipulation. C'est de la manipulation absolument. Et en tout cas c'est un travail qui est fait par la fédération pour le faire. C'est à nous de nous armer, c'est à nous de répondre à ça avec une politique j'allais dire de santé publique, une politique justement sportive qui à un moment donné sera plus agressive. On doit pouvoir réagir aux moyens qui sont mis en place par des fédérations qui aujourd'hui sont plus intelligentes et font le boulot. On a perdu Mouko, on a perdu Talbi, on a perdu Karetsas, on a perdu Sadiki. Ça y est, maintenant, on va être un peu agressif aussi. Et je pense que la phrase de Vincent Manhart qui dit maintenant il faut qu'ils sélectionnent dès qu'ils sont jeunes, etc. Est-ce que tu penses qu'à 13 ans, tu sais déjà par où tu fais pipi? Sérieusement. Qu'est-ce que tu racontes de choisir une sélection? Non mais là, c'est ce que tu viens de dire, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, et la patte de l'espère tourne autour de ça, c'est justement le fait que tu dises, on a perdu Talbi, on a perdu Karetsas, on a perdu Sissala, mais moi je t'ai parlé de Mbangula, je t'ai parlé de Fofana, je t'ai parlé de Bakayoko, il y a personne qui a jamais polémiqué ou quoi autour de ça. Ces gars-là, ils ont choisi pour la Belgique, on aurait parfaitement pu les perdre aussi, on les a, tant mieux, il y en a, on les a pas, c'est comme ça. Moi je trouve que créer un business autour de ça, c'est nul à chier, tu choisis ou bien ton pays où t'as vécu, ton pays de cœur, il n'y a pas de débat à faire. Pour moi, c'est le cœur qui choisit et c'est comme ça. Pourquoi faire tout un débat là-dessus? Si t'as envie de jouer pour la Belgique, c'est parce que t'as envie de représenter la Belgique, et si tu ne représentes pas la Belgique, c'est parce que t'as pas envie de jouer pour la Belgique dans un certain sens. Donc ça nous arrange. On veut quand même pas des joueurs qui se sentent forcés de jouer pour nous et de porter le maillot parce qu'il y a un dirigeant qui dit toi tu dois choisir pour nous parce qu'il y a ça là. Non. C'est un débat plus politique, c'est l'identité. On parle pas de politique. Pour moi, c'est un choix du cœur, le choix d'une équipe nationale. Après, pour moi, c'est un choix du cœur. Après, il y a des travails de fédération. Tu sais, les fédérations, des fois, elles promettent. Genre, je prends l'exemple que j'en ai discuté avec que j'en ai discuté avec un ami encore Karsula a choisi le Maroc et pas la Belgique. Voilà. Parce qu'on lui a offert des biens au Maroc. On lui a dit, tu seras international à vie au Maroc, tu serait titulaire à cette époque-là au Maroc, tout ça. Tous les trucs que certaines fédérations font, que d'autres ne font pas. Oui, mais tu serais fier d'avoir une ville à ouais, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais est-ce que tu serais fier que les dirigeants belges forcent et donnent des trucs comme ça pour justement attirer un joueur? Non, pour moi, non. Si t'as envie de jouer, tu joues. Ouais, voilà. Je vais donner une petite anecdote. Et en plus, je pense, une dernière chose, je pense qu'il y a moins de chances qu'ils jouent avec le Maroc qu'avec la Belgique. Parce que ça, je suis pas d'accord par contre. Côté ailier droit, côté ailier droit, on sait qu'en Belgique, ailier droit, c'est pas forcément notre meilleur poste. Mais tu peux poser un gauche à la droite chez nous. Il y a pas mais ils sont pas toujours. Tandis qu'au Maroc, 70% des joueurs, ils sont ailiers. Et il y a peut-être plus de concurrence à ces postes-là au Maroc qu'en Belgique. J'ai discuté avec Mohamed Wabi, qui est l'entraîneur de marocain U20, que j'embrasse d'ailleurs, ancien formateur du Sporting d'Anderlecht, qui est en contact direct avec toute la fédération. Ce qui m'explique, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un énorme problème sur le côté droit avec Hakim Ziyech, qui n'est pas là, qui ne reviendra certainement jamais, et que le titulaire à droite est blessé pour 6 mois. Donc Chemseddine Talbi, qui sera certainement dans la sélection de Walid Regragui en mars, arrive pour jouer quasiment titulaire dès le départ dans ses qualifications pour la Coupe du Monde. Effectivement, en Belgique, il n'aura absolument pas le même statut. Il arrive au Maroc en étant quasiment un mec qui peut récérer la place du calife. Hein. Et c'est ça, c'est important. Est-ce qu'il la gardera, ça, après toi? Ici, il va finir dépanner, mais après, il a le niveau, il a 19 ans, il est déjà en train de marcher sur l'Europe. On verra bien, voilà. Je l'espère pour lui, je lui souhaite, mais on verra bien. Pour moi, ça dans mon bar préféré, Nkidou, et on ira voir la CAN ensemble, tu verras à quel point ça joue bien le Maroc. C'est sympa. Moi, je suis un grand amateur de football. J'ai jamais dit que le Maroc va mal. Ah ouais, on sent un petit peu de... Attention. Très bon joueur, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid qu'il n'ait pas choisi pour la Belgique, honnêtement. Ok. Je voulais vous donner une anecdote sur Zakaria Bakali. Est-ce que vous la voulez ou pas? Allez, alors, Zakaria Bakali a quasiment été acheté par Marc Wilmots pour être sélectionné avec la Belgique. Super. Énorme influence, etc. Il faut rappeler qu'à l'époque, Marc Wilmots était un peu le bras droit de Georges Mendes en Belgique. Ils travaillaient ensemble avec Georges Mendes. Et comme par hasard, après, Zakaria Bakali, en signant à Valence, avait signé avec Georges Mendes. Donc, il y avait aussi l'influence de Georges Mendes dans le choix de Zakaria Bakali. C'était un match contre le Pays de Galles.
balle, il fait son entrée et juste avant qu'il fait son entrée, Zakaria Bakali reçoit énormément de messages et même sur le banc, il avait encore des gens qui l'appelaient pour qu'ils disent non, reste sur le banc, viens avec le Maroc, etc. Il avait une pression. Donc ça aussi, c'est important de se mettre à la place des joueurs qui étaient absolument invivables en fait, invivables. Puis par la suite, on a vu ce que Zakaria Bakali a fait de sa carrière malheureusement, mais voilà, c'est pour vous expliquer aussi que derrière les choix sont pas que du sportif. On est sur de l'influence, de la manipulation et de la politique. L'entourage aussi. Et l'entourage. Thomas Meunier, on a parlé ici en conférence de presse et a totalement raison. Pour moi, il a raison. L'entourage a un énorme rôle. Et viens pas me dire que l'entourage de Caretsas et Talbi n'ont pas joué un rôle pour qu'ils choisissent pour le pays d'origine. On est d'accord. Allez, on passe au Football Time Award, les joueurs de la semaine cette semaine. Je vais commencer comme ça, après je vais vous laisser dérouler, messieurs. Je vais parler de Samuel Edozier. Pourquoi? Parce que Samuel Edozier, c'est vraiment un joueur que moi j'ai adoré dans cette rencontre entre le Standard et Anderlecht. Je trouve que c'est un joueur qui a apporté une vraie fraîcheur et qui, avec justement son entrée, on sent que c'est un joueur d'un niveau supérieur et que quand il accélère, tout de suite ça fait des différences. J'en ai parlé notamment après le match avec des gens du Standard qui étaient eux aussi assez impressionnés par ce qu'ils ont pu voir de la part de Samuel Edozier. Vraiment un joueur qui, quand il décide de faire la différence, ça se sent sur le terrain, il est plus fort que les autres. Franchement, bravo à Samuel Edozier. Au départ, je voulais choisir Adriano Bertaccini. Finalement, je me suis rabattu sur Edozier. On sent que quand il a cette patte, en fait, il a cette magie. Et franchement, c'est un top joueur. On comprend aussi pourquoi Anderlecht a dépensé 2,1 millions d'euros en prêt sans option d'achat. Donc uniquement à prêt payant pour pouvoir le faire venir en indemnité, quasiment de transfert pour 12 mois. Voilà, il sait aussi faire du bien à son équipe quand il en a besoin. Ton joueur de la semaine, Xavier. Moi, j'ai pris le gardien du Berscott, Davor Mathias, qui a joué qu'une mi-temps au final, mais au final, il a peut-être permis au Berscott de prendre les 3 points, parce qu'au final, déjà, un gardien, il a pas forcément le temps de s'échauffer. L'autre est dehors, il faut vite rentrer, directement à coup franc, hyper bien tiré du côté de Malines, et il va super le chercher. Quelques minutes après, à penalty, il va le chercher aussi. Il a eu je sais pas combien d'arrêts à faire, et franchement, honnêtement, je trouve qu'en tant que rentrée, en tant que gardien, c'est vraiment compliqué dans un match. Et honnêtement, il a fait peut-être le meilleur match de sa carrière. Enfin, je connais pas toute sa carrière, au final, quand tu vois les 45 minutes qu'il a fait. Et je trouve qu'il a peut-être permis au Berscott d'avoir une petite lueur d'espoir pour ce maintien en prenant 3 points peut-être inespérés, surtout face à un concurrent direct. Thomas, tu voulais le prendre aussi, donc je te demande juste, qu'est-ce que tu as pensé pas de sa prestation, mais est-ce que le Berscott a vraiment une lueur d'espoir, comme le dit Xavier? Lueur d'espoir, j'irai pas, mais pour rebondir sur le choix de Xavier, pour moi, il y a zéro débat, c'est l'homme du week-end. Malheureusement, on peut qu'en prendre un par personne. Enfin, chacun un différent, pardon. Du coup, moi, c'était mon premier choix parce que il y avait qu'un choix pour moi. Il a été exceptionnel. Il a sauvé le Berscott. Franchement, je sais pas si vous avez vu le match en direct, mais c'était terrible. Et même l'engouement qu'il créait avec les supporters quand il faisait des arrêts, c'était Audrey qui avait gagné la Coupe du Monde. C'est terrible. Ce match, il était fou. Et ton joueur de la semaine. Sinon, mon joueur à moi, parce qu'il faut faire un choix. Je vais opter une fois pour un défenseur parce qu'on le fait rarement. Et il y a une phase qui m'a marqué. C'est le tacle de McAllister face à Dender. Normalement c'était penalty, donc c'était encore à 0-0. Ils avaient sifflé penalty, finalement la VAR est revenue sur cette décision parce qu'il touche vraiment le ballon, mais c'est typiquement McAllister, c'est des tacles comme ça, c'est vraiment sa marque de fabrique et c'est un défenseur que j'adore et il a retrouvé une place de titulaire et pour moi je voulais mettre en avant parce que son apport défensif c'est hyper important pour l'Union Saint-Gilloise. Kevin McAllister, frère de Alexis McAllister, qui joue contre le Paris Saint-Germain mercredi, ça va être super, un top match encore à attendre, mais merci en tout cas. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de Kevin McAllister, mais c'est quand même un véritable bagarreur. C'est un délire. C'est un guerrier. Mais j'adore son style, ses tacles comme ça, mais c'est une folie. Un véritable chien fou. Ouais, il prend des risques de fou, mais ça paye, franchement. Quentin, t'as choisi Loïc Lapoussin. Exactement, un joueur de Saint-Tron, Loïc Lapoussin, qui sur le goal du 1-0, tire le corner qui provoque le contre son camp. Sur le goal du 2-0, fait la passe décisive. Et sur le goal du 4-2, fait une passe décisive incroyable, extérieur du pied, dans la profondeur pour Bertaccini. Donc un Loïc Lapoussin des grands soirs. Et Saint-Tron qui prend 3 points qui font du bien, je pense. Et peut-être encore un Loïc Lapoussin des grands soirs ce week-end contre le Berscott. Et ben voilà, ça c'est aussi une bonne nouvelle pour les Canaries qu'on aime beaucoup et les joueurs offensifs qu'on aime beaucoup. On va vers le maintien pour le STVV. Il va falloir gagner absolument ce week-end contre le Berscott. 6 sur 6, sans débat. Ouais, si tu fais pas 6 sur 6, c'est bon. Non, ils vont se maintenir quoi qu'il arrive. Après,
il y a Oui. les clés playdown. Ouais, voilà, Ouais, ça. clés playdown, Non, on va d'accord. voir le maintien, c'est ça ce que Ah je oui, dis. oui, ouais, oui, ouais. oui. Que ce soit Avec- playdown ou oui sans. pas, ouais. mais Ouais, ça ouais. semble vraiment l'équipe la plus forte des quatre, Ah ouais, moins ouais. forte, quoi, quelque part. C'est C'est vrai. ça que... Ça devrait être le concurrent numéro 1 pour Charleroi en play-off, pour moi. Voilà, S'ils arrivent à se voilà, qualifier. Effectivement. Mais en tout cas, ce serait pas mal de revoir Matsu au Mambourg. Ouais. Ça, ce serait chouette. Allez, le petit teasing du temps additionnel que vous retrouverez dans les prochaines heures sur votre chaîne YouTube préférée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mais juste avant ça, je crois qu'on a oublié le classement général. Alors, le classement général, Thomas, la semaine dernière, c'est Franjo Ivanovic qui était leader. Toujours leader. C'est toujours leader. Rien qui a changé. Ça n'a pas changé. Non, pas de changement. Pas d'un iota, du coup, Franjo Ivanovic. Pour le reste, pour le point bonus, on vous donne rendez-vous sur X et sur Instagram. Et j'en profite, avant de passer la main à Quentin avec son teasing du temps additionnel, pour vous dire de vous abonner, liker, c'est important. C'est vraiment, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes parmi les plus fidèles. Merci de nous suivre en podcast et également sur YouTube. Je t'écoute, Quentin. Alors, pour analyser les matchs de ce week-end, on est là sur l'avant-dernière journée de championnat. On a un Union standard, il y a pas photo. Pour moi, l'Union à domicile va faire la différence. Donc, je vous invite à suivre l'émission de demain pour voir les joueurs que je recommande. Et également, on vient d'en parler, Saint-Tron-Berscott. Saint-Tron qui doit absolument gagner à domicile avec des éléments offensifs en feu. Donc, ce sera à suivre. Merci, Quentin. Thomas, un dernier mot? Dernier mot un peu important parce que c'est un truc qu'on fait chaque émission. Malheureusement, on a oublié en début d'émission, donc on va le faire à la fin. Ah, Donc, l'happening! Mais Donc, oui, on il y va- avait tellement d'actualités qu'on a oublié l'happening. On va le faire. De toute façon, c'est assez rapide. C'est le petit bac. Je pense que vous connaissez. Donc, le petit bac, je vais vous demander. Tu connais pas le petit Non, bac? vous avez non plus. J'adore. Je sais vais pas vous du tout. expliquer. Ouais, c'est sûrement un truc français. C'est Voilà. c'est bac. Quand le tu petit dis bac, c'est bac. français, ouais. Mais pourtant, moi, je jouais quand j'étais jeune et tout. Enfin bref, je vais vous expliquer. Avant de commencer, je vais demander une lettre. Non, pas une lettre. Un chiffre entre 1 et 26. Entre 1 et 26, le 21. Putain, il prend le 21. 1, 2, 3, donc. Dis plus. 7, 7. 1, 2. Attention, là, il calcule, il réfléchit. C'est- Thomas, c'est qu'est-ce ça. qu'il est en train de nous préparer? Je sais. On est une F, petite... on a la lettre F. F si je me trompe pas. Bon, si je D'accord. me trompais, désolé pour les calculs. Pas de problème. Donc, je vais vous demander, faut répondre le plus rapidement possible. Mhm. Je vais vous demander un mot avec qui commence avec la lettre F, ok? Un mot qui Ouais. commence avec la Il y a lettre quatre, F. il y a 4 catégories, donc c'est à chaque fois il faut commencer avec la lettre F. Ok. Donc, je vais vous donner un truc et vous me dites, ok? Vous êtes prêts, vous allez comprendre. Ouais. Donc, je cherche un joueur avec la lettre F. D'accord. Le premier qui dit. Et non, de dire un Ferraro. joueur. Va- Ferraro, le latéral gauche de Dender. Voilà, Ah. donc ça fait, c'est ça le but, ok? Ok. Ensuite, un entraîneur avec la lettre F. Felice Mazou. Voilà, pas mal. Ok. Un stade avec la lettre F. Le Luigi Ferraris. C'est le stade de la Sampdoria. Ok, et le dernier, un gardien avec la lettre F. Attends, Un un gardien avec la Un lettre gardien. F. Fernando Muslera. Eh, il est Ah, mais fort, c'est là. vrai, on est ça, de non, famille. mais Ouais, c'est accepté? C'est accepté pour moi. Allez, c'est C'est bravo. comme ça qu'on joue. Non, on commence comme ça. Magnifique. Donc, ouais. C'est pas On mal. continue ou tu veux jouer? on peut en faire Allez, un, on si en vous fait une voulez. dernière. Maintenant qu'on a Vas-y, compris un vous peu avez compris. le truc, on continue. On Après, refait. c'est terminé. Bon, je vais dire une lettre. La lettre S. Un nom de joueur. Schneider. Ouais, il y a tout du Dender, lui. Ouais, j'avoue en plus. À fond sur On Dender, est à fond sur sur Julien full Dorius, mon Dender. pote. On s'embrasse. Je veux un stade de foot. Sclessin. Bravo. T'aurais même pu Non, dire- non, mais c'est pas du tout ce Bah, que il y aurait ça. pu- Stade Maurice Qu'est-ce que ça, c'est une ville à chat? Stade C'est ça, Maurice c'est une Dufresne. ville à chat. Stade Qu'est-ce qu'il Maurice raconte celui-là? C'est bon, non, c'est non, bon. non, non, Ça non, pa- c'est si. pas vrai, hein. Il a dit stade C'est- Maurice Dufresne. Ça Allez, passe, ça passe. Stade Maurice Ça Dufresne, passe. c'est le nom d'un stade. Ouais, alors tu peux le dire pour tous Ouais, les c'est stades. ça, Le stade, c'est ça. le truc, le stade. Quel est le nom d'une eau? Oh. C'était le but, Mais c'était non, le but. non, tu cites le nom d'une marque. Mais C'était non, le enfin, but. c'est pas grave. Vas-y, Bref, continue. je veux un entraîneur avec la lettre S. Un entraîneur avec Diego la... Simeone. Bravo. Ouais, il fait à l'envers là maintenant. Ouais, Ouais, ça, il fait à on m'a dit l'envers, que mais les ça prénoms, passe, on ça pouvait passe. pas savoir. Non, c'est Ça un passe. magouilleur, lui, Ça on passe. sait, on connaît. Simeone, ça passe, Pas ça de passe. souci. Et ensuite, pour terminer, un gardien. Un gardien. Alors, prénom ou non alors? Les deux. Simon Mignolet alors. Voilà. Oh là là, Voilà, c'est bravo. aussi Dan Bola, t'es tout ce que vous Bah allez, voulez. c'est magnifique. Merci pour ce happening et Et ce moment de détente. On en a eu besoin, effectivement. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était le Football Time. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Le Football Time et le football belge ne s'arrête jamais dans le Football Time. Ciao, ciao.